bonjour, merci de votre présence. Merci. Alors, Marianne Chouteau est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Sciences, Société, Historicité et Pratique et à l'INSA. Elle s'intéresse à la mise en récit de la technique et à l'analyse de ses représentations à travers diverses formes de communication, séries, fiction cinématographique, entre autres. Depuis quelques années, elle travaille également sur les relations entre la technique et le vivant. Et parmi ses publications récentes, on peut mentionner notamment Se nourrir et prendre soin dans un monde post-effondrement, analyse d'Aimé Eden et Richard Fox, deux personnages emblématiques du soin dans la série Sweet Tooth, dans la revue Soins, Sens et Santé, en 2025, ou avec Céline Guyenne, comment la fiction permet d'accéder à l'éthique et aux politiques, le cas des séries télé en école d'ingénieurs, dans le collectif Fiction audiovisuelle et imaginaire technologique, en 2023. Et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Prendre soin avec les séries télé, analyse de quelques représentations du vivant, humain et non humain. Merci Marianne Chouteau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, David. Et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, j'ai décidé en fait aujourd'hui de vous présenter un travail qui est un petit peu exploratoire parce que en fait, dans la forme que j'ai décidé de présenter aujourd'hui, j'ai commencé ce travail en février 2026. Donc vous voyez, c'est récent. Et c'est effectivement, comme l'a dit David dans sa présentation, un travail sur les représentations et les imaginaires qui concerne plutôt le vivant. Et plutôt donc la question du végétal et des êtres vivants autres qu'humains. Alors on parlera un petit peu des humains, mais en fait au final j'ai plutôt regardé les autres êtres vivants, végétaux et animaux. Et j'ai regardé ça dans des séries donc dites post-effondrement ou en effondrement, mais j'expliquerai tout à l'heure exactement ce que c'est. Je reviendrai sur ce choix. Alors David, donc merci beaucoup, vous m'avez présenté, mais je voulais juste dire, donc effectivement je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce champ de recherche, mais en gros c'est un champ qui regarde les productions humaines en matière de communication et qui les analyse en disant que les communications révèlent ce que nous, les communautés humaines, nous faisons, nous construisons, etc. Et de façon plus spécifique, je travaille aussi dans un autre champ qui s'appelle Science, Technology and Studies, STS. Parfois, c'est traduit en français Sciences, Techniques et Société. Et là, ce champ-là, c'est comprendre comment les sciences et les techniques sont conçues, comment elles sont construites, qu'est-ce qu'elles bouleversent dans notre monde, et puis du coup, comment on en parle. Voilà, puisque moi, je suis en sciences de l'info et de la com. Donc pendant plusieurs années, donc vous l'avez cité, je suis contente qu'on ait cité Céline. J'ai travaillé avec Céline Nguyen, qui est comme moi maîtresse de conférence en sciences de l'info et de la com, sur les représentations de la technique. Donc on a travaillé sur un tas de séries. Donc au début on a travaillé sur des séries qui n'étaient pas post-apocalyptiques mais de type, genre, je ne sais pas si vous connaissez Les Experts, Bones, voilà. Récemment on a travaillé sur Bureau des légendes, vous voyez ce que c'est cette série avec Mathieu Kassovitz dedans notamment. Voilà. Et puis plus récemment on a travaillé sur les séries post-apocalyptiques ou d'effondrement. En même temps, on travaillait aussi sur un mouvement qui s'appelait la collapsologie. Vous voyez ce que c'est ce mouvement-là? Donc c'est un mouvement qui étudie la question des effondrements et on a trouvé en fait que les deux s'articulaient bien en fait parce que dans la collapsologie, on véhicule des éléments idéologiques sur l'effondrement potentiel. Même eux, ils sont plutôt assez sûrs qu'on va aller vers l'effondrement. Voilà, et donc à l'aune de ces réflexions, et puis suite aussi à un travail que je menais par ailleurs, j'ai fait une première constatation importante à mes yeux, qui était qu'on ne pouvait pas, dans une période de crise, dans un contexte de crise écologique, en fait faire l'économie de penser ensemble la question de la technique et la question du vivant. D'où en fait ma volonté d'orienter mes travaux depuis donc, quelques mois, enfin je dirais quand même une année et demie, presque 2 ans, quoi, sur les représentations du vivant dans les séries télé.
Alors, comme je le disais tout à l'heure à David Simonin, j'ai obtenu donc un CRCT. Alors, un CRCT, c'est un congé qui permet de faire de la recherche et que de la recherche de 6 mois. Et j'explique ça parce que c'est pour expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai travaillé là pour ce que je vais vous présenter. Et donc, ce congé avait pour objectif de mettre à jour des représentations véhiculées par ces fictions particulières et de construire une espèce de cartographie de ces représentations pour les identifier, en fait. Et une fois que je les ai identifiées, d'essayer de les analyser, en gros de les déchiffrer, de les interpréter pour voir ce que ces représentations, elles nous disent, en fait, sur nos sociétés, nos peurs, nos envies, etc. Et évidemment, notre relation au vivant. J'avais ensuite 2 autres objectifs. Un objectif qui était d'alimenter une réflexion autour d'un concept qui s'appelle le concept de culture du vivant. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce concept, c'est Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, là, qui a parlé de ça et qui a expliqué en fait que cette culture du vivant nous serait absolument nécessaire pour refaire un lien entre les écosystèmes, le monde dit naturel, en gros, et nous, et répondre ainsi aux enjeux sociaux et écologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà. Et le 4e objectif, c'était à travers ça, à travers ce travail sur les représentations, de réfléchir aussi aux éthiques du care, donc du soin. C'est pour ça que dans le titre, il y a prendre soin avec les séries. Et donc ça, c'est les éthiques du care, c'est ça qui me donne justement accès à cette question du soin. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ces représentations, je vais juste voir avec vous ces 2 concepts, la culture du vivant et culture technique. Ça me permet de vous montrer comment, en fait, j'essaye d'articuler tout ça, et ça me permet aussi de vous montrer comment les fictions, en fait, elles vont jouer un rôle dans ces 2 concepts-là. Alors, Baptiste Morisot, donc, il a écrit beaucoup de choses, j'imagine que vous le connaissez, il est médiatiquement connu quand même. Donc, quand il parle de sa culture du vivant, alors à moins que je sois complètement passée à côté, mais j'ai pas vu qu'il avait vraiment précisé une structure particulière à cette culture du vivant. Pour lui, c'est plutôt un horizon, quelque chose qu'il nous faudrait acquérir, nous, les êtres humains. Alors, pour nous sortir de ce qu'il appelle la crise de la sensibilité, c'est-à-dire en fait ce fait qu'on soit complètement coupé du vivant qui nous entoure. Alors quand il dit nous, c'est évidemment nous, les sociétés occidentales modernes, contemporaines, artificialisées, qui vivent dans des milieux totalement artificiels. Voilà. Donc il dit ça, la citation qui est au tableau là, il dit que comme on vit dans des environnements anthropocisés très techniques, on n'a plus de lien avec les espaces naturels qui constituent notre environnement, et on n'a plus de connaissances non plus par rapport à ces espaces-là. Et que donc la culture du vivant, elle viendrait combler et redonner une place au vivant dans nos préoccupations quotidiennes. Donc ça, il en parle beaucoup, il dit beaucoup que c'est redonner du regard, en fait, redonner de l'attention en fait, à ces éléments-là. Donc la citation, je la trouve assez parlante. Il dit « Une forêt férale, un essaim d'abeilles, un balbuzard migrateur au-dessus de Paris ». En plus, ça tombe bien, on est à Paris. La faune cosmopolite des sols agricoles et les phytoplanctons des océans. Créer une culture du vivant, c'est faire exister tout ce monde dans le champ de notre attention collective en reconnaissant qu'ils habitent le monde et le rendent habitable. Voilà, donc on voit bien avec cette citation-là que en fait, son objectif, c'est vraiment de remettre de l'attention sur le vivant qui nous entoure, comprendre les différentes manières d'être vivant, ça c'est une expression aussi qu'il emploie beaucoup, et que donc pour faire exister cette culture du vivant, il faut faire exister des savoirs sur ces vivants qui nous permettent de comprendre leur manière d'être vivant. Alors lui, donc c'est vraiment ce que je disais, c'est un chemin, c'est un horizon, c'est une manière de faire monde en fait entre nous les humains et les non-humains. Là, ça permettait déjà pour moi de faire un lien avec les éthiques du care, parce que je ne sais pas si vous connaissez ces éthiques-là, mais un des piliers des éthiques du care, c'est ça, c'est faire attention à, redonner de l'attention à, et notamment aux choses invisibles qu'on ne voit pas d'habitude.
Mais je reviendrai un peu sur les éthiques du Caire. Alors après, on pourrait discuter de la question de la notion de culture, mais je vous propose de le garder comme ça parce que lui, il l'a énoncé comme ça, donc gardons ce terme de culture. Alors de mon côté, donc quand j'ai lu ça, ça m'a quand même beaucoup intéressée, mais comme je suis peut-être plus pragmatique, je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure, j'avais besoin en fait de voir un peu comment cette culture du vivant pouvait se concrétiser, vraiment quels étaient les éléments qui pouvaient la constituer. Et donc là, je suis repartie. Alors ça tombait bien, hein, c'était vraiment des fois c'est des choses comme ça, de sérendipité où on a des choses qui se croisent. Et là, je suis repartie, je me suis inspirée, ou je ne sais pas comment dire, je suis repartie sur les travaux que nous avons menés donc, avec Céline Nguyen, donc, dont je parlais tout à l'heure, et Joël Fauré sur la question de la culture technique. Alors la culture technique, je ne vais pas vous lire cette définition qui est au tableau, là, qui est projetée. La culture technique, c'est un concept. Là aussi, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, même si on l'a beaucoup repris après. Pour nous, c'est une espèce de terreau d'ensemble de savoir, de savoir-faire, d'éléments de connaissances qui permettent d'apporter une dimension réflexive à la conception de la technique. Voilà, ça nous permet de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Moi qui travaille dans une école d'ingénieurs, c'est tout à fait utile pour nos élèves. Et donc ce concept-là, il a été modélisé par plusieurs auteurs dans les années 80. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que dès les années 80, quand ces auteurs en parlent, ils disent déjà qu'on est dans un environnement trop anthropisé, trop technique, où ça va trop vite déjà, et que donc il faut réussir à acquérir du savoir sur la technique pour se désaliéner de cette technique et se désaliéner de ceux qui possèdent la technique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les années 80. Hein, donc vous voyez, ça fait quand même maintenant plus de 40 ans qu'on en parle. Alors le premier à avoir fait ce premier constat-là, c'est Jocelyn de Noblet. Alors je ne sais pas si peut-être ça vous intéressera que je vous donne les noms, je vous les écrive. Donc Jocelyn de Noblet, il était spécialiste du design. Donc il fait ce premier constat-là. Ensuite, il a été suivi par Philippe Roqueplot, qui était philosophe des techniques et par ailleurs polytechnicien. Donc lui, il connaissait en plus la question de la technique de l'intérieur. Donc 83, Philippe Roqueplot. Et Philippe Roqueplot, il va parler de technonature. Donc la technonature, c'est pas la nature technologique, mais c'est le fait que on est regardons autour de nous, dans des environnements où il y a beaucoup de techniques, où il y a presque que de la technique. Ensuite, Bruno Jacomy, qui était historien des techniques, qui est toujours d'ailleurs, il ne faut pas que je fasse mourir les gens. Yves Deforge, qui était alors lui spécialiste de la formation en technologie et anthropologue des techniques, et puis nous, dans les années 2017-2020, qui avons repris ce concept. Alors ce concept, en fait, ils l'ont défini comme ça. Ils ont dit qu'il y avait 3 niveaux différents. Alors là, ce que vous voyez, c'est un schéma que j'avais utilisé pour des élèves en biosciences, des élèves ingénieurs en biosciences. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sur la biologie, la microbiologie, mais il peut y avoir des mécaniciens, de la conception. Hein. Ça peut être beaucoup plus technique que ce qui est présenté là. Ces 3 niveaux. Donc le premier niveau, ça serait le niveau du fonctionnement des matériaux. Ça serait vraiment le niveau des choix d'ingénierie, en fait. C'est comment on choisit le bon matériau, comment on choisit les bonnes connaissances scientifiques pour faire un ordinateur, pour faire un portable, etc. Où on va chercher les matériaux, comment on s'en sert pour concevoir vraiment notre technique. Le deuxième niveau, ça serait le niveau de l'usage. Donc comment je m'en sers, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien quand j'utilise mon objet technique, quels sont les éléments même de mon corps physique qui changent quand j'utilise l'objet technique. Alors ce niveau-là, il est parfois oublié par les ingénieurs. Et le troisième niveau, ça serait le niveau plus éthique, plus politique, c'est-à-dire quelles sont les normes, quelles sont les règles, quelles sont les limites peut-être des fois si on peut se donner quand on fabrique, on conçoit ou on utilise de la technique. Et on voit bien donc que dans ce troisième niveau-là, il y a forcément les imaginaires et les représentations parce que ça va être tout ce qui est autour en fait de l'objet technique qui le définit quand même cet objet technique mais qui n'est pas forcément technique. Voilà.
Alors ces 3 niveaux sont complétés, ces auteurs nous disent, ces 3 niveaux sont complétés par 3 points de vue. Donc on les voit bien, les 3 points de vue. Le premier, c'est celui de l'ingénieur, le deuxième, c'est celui de l'usager, et le troisième, c'est celui du citoyen, du politique, voilà, qui va prendre des décisions un peu plus méta sur la question technique. Et nous, on a rajouté cette idée, quand on a travaillé sur la culture technique, que cette culture technique devenait réflexive, opérante, quand on était capable d'avoir les 3 points de vue à chaque fois, à chacun des 3 niveaux. C'est-à-dire que quand je conçois un objet technique, quand je suis un ingénieur, eh ben, il faut que je puisse avoir le point de vue, évidemment, de l'ingénieur, de l'usager, et puis du politique, de l'éthique, qui va me faire réfléchir sur la technique que je conçois. Et ça rend en fait effectivement mes 3 niveaux pas perméables, non pas imperméables, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, il y a du mouvement entre ces 3 niveaux avec ces trois points de vue. Alors quand j'ai commencé avec, à la suite de Baptiste Morisot sur la culture du vivant à travailler dessus, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas tester la même structuration pour cette culture du vivant? Ça me permettrait en fait de comprendre vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai fait des tests. Donc je l'ai conçu à peu près de la même façon, avec un premier niveau qui serait celui des connaissances biologiques sur les écosystèmes, les animaux, autres qu'humains, alors les humains aussi, hein, bien sûr, on a besoin de se connaître, nous, les interdépendances du vivant, par exemple, voilà, toutes les connaissances scientifiques dont on a besoin pour comprendre et changer, protéger, préserver le vivant qui nous entoure. Le deuxième niveau, j'ai pas voulu l'appeler le niveau de l'usage parce que j'ai voulu sortir d'une vision utilitariste. C'est-à-dire que je me suis dit, si je garde la question d'usage, ça va être comme si on utilisait le vivant, mais ça ne crée pas d'interrelation vraiment entre nous. Donc je me suis dit, mais c'est quand même celui de la relation, de l'interconnexion. Et je me suis dit, c'est quand même le niveau qu'on peut utiliser quand on se promène dans la nature, par exemple, quand on utilise la nature pour faire de l'art, par exemple, quand on élève des poules, voilà, quand on a un chat domestique, comment on fait pour être dans le bien-être de son chat. Voilà. Ça peut être le niveau aussi un peu du décentrement. Comment on fait pour ne pas se sentir qu'humain, mais aussi interrelié avec le vivant qui nous entoure. Voilà. Et le troisième niveau, pareil, le niveau de l'éthique et du politique, avec là aussi, vous me voyez venir, la question des représentations, des fictions, de l'imaginaire, la façon dont on envisage ce vivant qui nous entoure et la façon dont quand même on le gère ou on interagit avec lui. Alors pareil que pour la culture technique, je me suis dit, ces 3 niveaux de culture du vivant, ils sont complétés par 3 points de vue, donc celui de l'écologiste, du biologiste, celui de l'usager ou de celui qui est en interrelation, et celui des politiques, des citoyens, des éthiciens pour le troisième niveau. Et pareil que pour la culture technique, tout ça devient opérant, réflexif, quand on arrive à avoir les 3 points de vue sur les 3 niveaux à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler, sur lequel je reviens. Je suis parfois pas très contente en fait de la structuration. Voilà, je pense que par exemple, il y a peut-être des points de vue que j'oublie, il y a peut-être des choses qui restent évidemment à explorer. Ce qui m'a intéressé aussi dans ces 2 concepts, c'est que on part quand même d'un constat qui est assez identique pour les 2, c'est que finalement le monde est aujourd'hui nous a coupé quand même de ces espaces de ces écosystèmes dits naturels. Voilà. Alors je vous propose là sur cette présentation, sauf si vous avez déjà des questions sur la culture technique et la culture du vivant, peut-être on peut poser les questions après, je ne sais pas comme vous voulez. Là, je pensais procéder plutôt en 4 étapes, vous montrer un peu comment, dans ce cadre-là, j'ai mobilisé les fictions et quel cadre conceptuel je me suis donné pour mobiliser les fictions. Vous présenter ma méthodo parce que, bon, elle est rigolote, quoi. Enfin, elle est rigolote. Et pas, disons qu'elle est pas numérique, voilà. Elle est très pas à pas et donc je voulais quand même un petit peu en parler. Et puis vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus déjà depuis février 2026
notamment cette première cartographie avec les 13 catégories que j'ai pu mettre en évidence, et peut-être faire un petit focus ensuite, j'espère avoir le temps pour le faire, sur 2 des catégories que j'ai explorées. Voilà. Puis après, laisser du temps pour la discussion. Alors, je vais d'abord commencer par la fiction. Donc, quelques mots en fait pour expliquer le cadre dans lequel je travaille quand je travaille sur la fiction et comment je m'en sers dans ces travaux. Donc on sait très bien que la fiction, alors quelle qu'elle soit, là j'ai pas redéfini exactement ce que j'entendais par fiction, mais je vais quand même peut-être le dire. La fiction, c'est par exemple, on va dire concrètement dans ce qu'elle est concrètement, quoi, c'est se raconter des histoires, voilà, qui peuvent être de l'ordre de l'imaginaire total, autobiographiques, qui peuvent être biographiques, etc., sur n'importe quel support, que ce soit une série télé, comme là dont on va parler aujourd'hui, un roman, une bande dessinée, etc. Mais ça peut être aussi des parties narratives. Par exemple, avec Céline Nguyen, toujours, on avait travaillé sur les plaquettes de communication des écoles d'ingénieurs et on avait vu que c'était construit comme un récit ou comme une fiction. Voilà. Donc la fiction, dans ce cadre-là, elle nous permet vraiment d'imaginer des nouveaux mondes, elle nous permet de nous projeter et d'exprimer alors ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas, de se prémunir de ce que l'on ne veut pas, par exemple. Et ça, en fait, elle le fait parce qu'elle met en scène des situations vraisemblables ou alors de très grands bouleversements qui peuvent être radicaux. Donc le récit et plus spécifiquement la fiction sont intéressants parce que ce sont des outils essentiels à la construction de la pensée humaine. Grâce à la fiction, comme je le disais, on structure sa pensée, on rend cohérent des éléments qui sont parfois éparses, on raconte une histoire et donc on crée du sens, en fait. Donc on a vraiment la possibilité de construire les contours d'un monde qui pourrait advenir, ou nous prémunir, comme je le disais, et même de comprendre les contours du monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors les séries post-apocalyptiques ou d'effondrement, c'est des séries qui ont comme sujet une ou des catastrophes. Souvent il y en a plusieurs, hein, mais ça peut être qu'une. Et qui crée la plupart du temps un nouveau monde après l'effondrement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça apporte des cadres supplémentaires pour travailler dessus. Donc, de nombreux auteurs l'ont montré. Alors, Sandra Laugier, par exemple, Thibaut de Saint-Maurice, Yannick Rumpala, par exemple, montraient que ces séries étaient des fenêtres sur le monde. Voilà. Et même si elles parlent du monde en anticipation, quand c'est le cas du post-apocalyptique, eh ben, elle parle quand même de nous. Elle parle de nos peurs, elle parle de nos envies, de nos projections plus positives qu'on pourrait avoir dans le présent. Alors, comme c'est des séries, donc c'est des fictions particulières, elles ont aussi d'autres avantages, et même quand ce sont des séries, ce qu'on appelle des mini-séries, c'est-à-dire qu'ils ont 6 à 8 épisodes, par exemple, eh ben, elles ont un temps de narration qui est long. Et ça, c'est vraiment un avantage, c'est un bon matériau, parce que ça nous permet de connaître les personnages, de vraiment s'y attacher. Donc tout à l'heure, David, vous avez cité l'article que j'ai publié sur 2 personnages emblématiques du soin. Et ben, ils sont présents sur 16 épisodes, par exemple, ou sur 24 quand il y a 3 saisons. Ben donc on a vraiment le temps de les voir évoluer, de voir leur bouleversement, leur métamorphose. Et ça, c'est vraiment le cadre des séries qui nous donne cette possibilité-là. Même si parfois on le voit sur des films, mais ces séries, c'est vraiment prégnant. Voilà. En plus de ça, elles véhiculent quand même des représentations récurrentes. Et donc quand on s'intéresse aux représentations et qu'on veut les analyser, ben, c'est du coup très intéressant puisque ces représentations reviennent, sont itératives. Voilà. Et en plus, elles nous imprègnent, ces représentations, et elles marquent les imaginaires qui, à leur tour, vont définir un air du temps et donc une interprétation de notre actualité ou de nos faits contemporains. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant du coup. Analyser ces représentations donc, nous permet de mieux comprendre le temps présent, même si c'est un temps d'anticipation qui est représenté. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la façon dont nous considérons notre rapport au vivant.
Alors, en plus de ça, quand c'est des séries post-apocalyptiques, il y a d'autres éléments, je trouve, qui sont intéressants. Ce sont que ça nous montre des personnages qui vont subir des épreuves quand même importantes. Un effondrement, c'est quand même pas rien. Donc ils vont perdre leur famille, vont détruire leur maison, leur monde, etc. Et au cours de ces épreuves, parce qu'on le sait que c'est dans les épreuves que se mobilise notre éthique, c'est exactement ce qui va leur arriver. Ils vont devoir mobiliser leur éthique, ainsi que les valeurs auxquelles ils tiennent et ce qu'ils ont envie de défendre. Et donc ça, analyser ça, ça nous permet d'avoir accès à la question éthique à travers la représentation qui nous est montrée. Donc ils vont être obligés de décider, souvent dans l'urgence, de s'allier les uns les autres ou au contraire de se confronter. Voilà. Ils vont être obligés de commettre des actes irréparables et ils vont avoir des relations entre eux, parfois s'aimer, prendre soin des uns des autres, tout ça dans ce nouvel environnement qui est le leur. Donc il y a une espèce de reset, de remise à zéro avec les séries de post-effondrement qui nous demandent en fait de reconsidérer les relations qui existent aujourd'hui aux autres, les relations aux autres et les relations aux écosystèmes et aux animaux qui nous entourent. Donc ça, c'était un peu mon hypothèse de départ, c'était de dire, elles nous offrent ça, ces séries, elles vont nous montrer un nouveau monde avec des nouvelles relations qui va proposer d'autres formes d'éthique. Alors vous verrez que c'est oui et non. Alors justement, ma méthodologie, comment j'ai travaillé. Donc la première chose importante à dire, c'est que c'est une méthodologie tout à fait classique en sciences de l'information et de la communication. Même si elle n'est pas du tout numérique, beaucoup de mes collègues aujourd'hui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle ou le numérique pour analyser les corpus. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis restée sur une méthodologie très manuelle, voilà, itérative, c'est-à-dire que j'ai fait un premier tour, je regarde, j'analyse, je recommence, etc. à plusieurs reprises. Et je n'utilise donc jamais d'intelligence artificielle ni de numérique. Alors je ne sais pas pourquoi, en fait, si on me pose après la question de savoir pourquoi je fais ça que manuellement, en fait, moi, je crois qu'une des raisons, c'est parce que je m'imprègne vraiment de ce que je vois quand je fais ça. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je fais comme ça. Alors comment j'ai fait là, j'ai visionné plusieurs fois d'affilée une première des séries que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui s'appelle Sweet Tooth. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je vous la présenterai. Quand je regardais Sweet Tooth, donc j'ai fait un premier visionnage comme ça, un peu aléatoire, et j'ai pris des notes, des notes manuscrites, en me concentrant sur des éléments qui m'intéressent. Donc le soin, par exemple, les représentations du vivant, le politique et le lien à la technique, parce que j'essayais d'explorer les deux. Donc ce premier visionnage, ça m'a servi de base ensuite pour mettre en évidence des éléments de représentation récurrents qui, à leur tour, ont servi de base à l'élaboration d'une grille d'analyse que j'ai ensuite appliquée à toutes les autres séries. J'ai fait un peu comme Claude Lévi-Strauss, il avait fait avec les mythologies, je ne sais pas si vous connaissez ça, il avait choisi un mythe, il avait repéré un mythe de référence. Ce mythe de référence, il en avait sorti des catégories, le cru, le cuit, le mort, le vivant, voilà. Et ensuite, il a appliqué ces catégories à d'autres mythes pour voir en fait comment ça évoluait dans le temps et dans l'espace, puisque lui, il était anthropologue et qu'il était donc avec des populations différentes. Voilà. Alors par exemple, les éléments que j'ai repérés, et ça vous verrez que j'en parlerai tout à l'heure aussi, c'est par exemple la présence toujours dans ces séries de forêts sauvages, voilà, qu'on voit beaucoup, d'animaux sauvages libérés de zoos, qu'on voit. Alors ils ne sont pas libérés, en fait c'est juste que le zoo a été détruit et que les animaux du coup retrouvent leur liberté. Par exemple la présence de pots de fleurs très importants dans les intérieurs, ça on le voit beaucoup dans Sweet Tooth. Et donc ensuite j'ai fait pareil, alors je vous présenterai juste la grille après, mais voilà en fait mes notes pour les autres séries, vous voyez, qui sont là affichées. Donc la prise de notes manuelle, où j'essaye de repérer ces éléments, et ensuite je remplis cette grille-là. Alors la première grille, que je remplis au fur et à mesure, qui est celle qui est en haut. Alors vous voyez rien, mais c'est pas très grave, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Donc cette première grille, c'est vraiment la grille que j'utilise pour chaque visionnage.
et que j'ai établi, donc comme j'expliquais, après le visionnage de Sweet Tooth. Donc les colonnes, hein, c'est très simple, c'est les premières catégories, c'est vraiment les premières colonnes, c'est vraiment des catégories d'identification, le nom de la série, devant quelle série on est. Alors par exemple, vraiment post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans après la catastrophe par exemple. Est-ce que c'est juste d'anticipation? On anticipe la catastrophe et on nous montre la catastrophe en train de se faire. Est-ce que c'est une série plus animaliste? Par exemple, ce sont les animaux, les héros, les protagonistes. Voilà, donc ça j'identifie. Qui a réalisé le pitch, le numéro de la saison et l'épisode, bien sûr, le timing de l'extrait et la description de l'extrait. Voilà. Et ensuite, je rentre vraiment dans ce qui va me permettre de définir cette première cartographie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, alors j'ai dit, en fait, la colonne d'après, c'est à quelle typologie cela nous renvoie-t-il? Et là, j'ai déterminé donc 13 catégories, mais ça sera plus parlant tout à l'heure quand je vous les présenterai. Donc, sur ces 13 catégories, il y en a 6 qui s'intéressent plutôt au végétal, 4 plutôt aux animaux, et 3 qui sont un peu particulières parce qu'elles ne s'intéressent ni au végétal ni aux animaux proprement dit. Voilà. Ensuite, j'essaye d'identifier qu'est-ce que cette catégorie de représentation nous dit par rapport au vivant, quelle fonction cela a. Comment le vivant est considéré? Est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est autre chose qu'une ressource? Est-ce qu'il y a une interrelation? Est-ce qu'on veut le préserver? Quelle est la fonction par rapport au récit? Comment ça fait avancer le récit? À quoi ça s'oppose? Alors ça, souvent, on voit par exemple que les représentations, elles vont s'opposer à d'autres types de représentations. Par exemple, la société de consommation, la société industrielle, le capitalisme, voilà, des choses comme ça. Donc ça, j'essaye de repérer. Est-ce qu'on voit des liens avec des éthiques environnementales, telles que par exemple le biocentrisme, l'écocentrisme, l'anthropocentrisme, voilà, d'autres éthiques en fait qui parlent de notre rapport aux écosystèmes. Alors ensuite, les deux colonnes d'après, c'est est-ce que ça alimente la culture du vivant? Est-ce que ça alimente la culture technique? Donc là, j'essaye de faire un lien entre les deux. Est-ce que ça a un lien avec les 4 piliers des éthiques du Caire? Donc les éthiques du Caire, c'est des éthiques qui sont issues des études féministes des années 80 aux États-Unis. Carol Gilligan, donc, qui était psychologue et qui a mis en place ces éthiques-là. Et elles sont fondées notamment sur quatre piliers qui sont la prise en compte de la vulnérabilité, non pas comme une tare, mais comme une caractéristique commune à nous tous, les êtres vivants. Mettre à jour la visibilité, donc elle parlait des invisibles qui portent le monde. Par exemple, elle a beaucoup travaillé sur le personnel dans les hôpitaux. L'interrelation entre les êtres vivants, c'est-à-dire qu'on n'est jamais un être vivant puissant tout seul, on est toujours interrelié avec d'autres. Et l'ordinaire, donc on en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie ordinaire dit beaucoup de choses sur les faits ou les actes extraordinaires. Voilà. Donc j'essaye de repérer ça dans mes séries. Et enfin, la dernière colonne, c'est est-ce que j'ai des commentaires? Parce que j'en ai toujours quand même. Donc même si je ne fais pas de quantitatif, je dis bah, ça c'est très récurrent, je l'ai déjà vu là, etc. etc. Voilà. Donc ce premier visionnage, ça me permet d'alimenter cette deuxième grille que vous voyez dessous. Et cette deuxième grille, en fait, c'est plus pour rentrer plus précisément dans la description des typologies, enfin des catégories de cette cartographie que j'ai repérées. Donc ensuite, par exemple, là, si on est sur, je vous en montrerai, sur une catégorie qui s'appelle le sauvage grandiloquent, par exemple, je dis dans cette grille-là comment il est représenté, où ça, à quoi ça me renvoie, quels sont les procédés cinématographiques qui sont utilisés pour représenter ça. Voilà, donc je fais toujours un lien, quand je visionne mes séries, entre ces deux grilles-là. Toutes les colonnes ne sont pas à remplir à chaque fois, hein, des fois il n'y a pas d'intérêt, mais je les passe toujours en revue à chaque fois que je les remplis. Voilà. Donc ça me paraissait important de vous expliquer ça parce que ça montre un peu comment le travail s'est construit. Alors, quelles sont les séries que j'ai travaillées? Donc, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps devant la télé hein, quand même. Donc, la première série donc, qui m'a servi vraiment de référence, et c'est surtout la saison 1 et la saison 2 de cette série-là, c'est Sweet Tooth. Alors, Sweet Tooth, temporellement, dans l'histoire qu'on nous raconte, on est à la catastrophe plus 10 ans.
Donc la catastrophe est passée et on est à 10 ans après, même s'il y a toujours des flashbacks où on voit comment la catastrophe est advenue. Alors la catastrophe, en fait, c'est un virus qui s'appelle le fléau, qui a décimé 98% de la population mondiale, humaine, et qui fait que les enfants qui naissent après cette catastrophe naissent sous forme d'hybrides, mi-humains, mi-animaux. Voilà. Donc c'est les petits-enfants que vous voyez là affichés. Donc il y a 3 saisons, 24 épisodes de 50 minutes à peu près. Donc la deuxième série, c'est The Last of Us. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que c'est issu d'une bande dessinée éponyme qui a été créée en 2015. Donc toutes les séries ont été diffusées après la crise sanitaire du Covid, mais parfois les histoires ont été créées avant. Voilà. La deuxième, donc c'est The Last of Us. Donc là, on est à catastrophe plus 20 ans, pareil, avec des allers-retours, des flashbacks sur la façon dont la catastrophe est advenue. Et cette fois-ci, c'est pas un virus, mais c'est un champignon, le cordyceps, qui infecte le cerveau des humains et les transforme en espèces de zombies, dévoreurs. Donc une fois qu'on a été mordu, on devient soi-même un zombie. Et c'est une histoire basée sur la relation entre Joël et Ellie. Ellie est une jeune adolescente qui a été immunisée parce qu'au moment où elle est née, sa maman s'est fait mordre. Enfin bon, bref, en tout cas elle est immunisée, voilà. Et là c'est 2 saisons, 16 épisodes, pareil, d'une 50aine de minutes. Il y a une 3e saison qui va sortir là prochainement. Voilà. La 3e saison, c'est Anna. Alors, celle-ci, c'est une série qui se passe en Sicile. Les 2 précédentes se passent aux États-Unis. Celle-ci se passe en Sicile, donc elle a été diffusée en 2021. Et là, on est temporellement, on est catastrophe plus quelques années. Et on a aussi des allers-retours sur la catastrophe en cours. Et donc là, c'est un virus qui s'appelle la rouge et qui tue tous les adultes et pas les enfants. Et donc les enfants se retrouvent dans une île, la Sicile, tout seuls, abandonnés à eux-mêmes, et ils doivent survivre, se prendre en charge. Et on suit donc les aventures de Anna et de son petit frère Astor et de leur ami Pietro, qui doivent donc survivre dans ce monde. Et ça aussi, c'est issu d'un roman de 2015. Et là, il y a une saison, donc c'est ce qu'on appelle une mini-série, 8 épisodes. Voilà. Et je suis en train de finir l'analyse de Abyss. Donc Abyss, c'est une série internationale qui se passe au Canada, en France et en Écosse. Et cette fois-ci, donc on suit une catastrophe en cours. Donc les imaginaires sont un peu différents, évidemment, des autres. Et c'est donc un virus qui est issu des fonds marins, qui transforme les animaux marins en animaux sauvages contre les humains et qui les pousse à attaquer les communautés humaines. Voilà. Et en plus de ça, il y a une espèce de super virus qui attaque les humains et qui les fait mourir. Donc là, on a vraiment l'imaginaire de cette nature sauvage qui se rebelle contre nous parce qu'on l'a trop fait souffrir, quoi. Voilà. Donc en gros, là j'en suis à une 50aine d'heures de visionnage. Donc l'heure de visionnage, c'est le temps de la série, mais moi le temps que je regarde, je prends des notes, je reviens en arrière, je remplis les tableaux, etc. C'est beaucoup plus que ça. Voilà. C'est pas du tout pour me plaindre, hein, c'est juste pour expliquer le travail. Voilà. Donc je pense qu'au corpus, je vais rajouter encore une autre série qui s'appelle Extrapolation, qui parle du changement climatique. Qui pareil est une série internationale qui est intéressante aussi parce que c'est la catastrophe lente. Vous voyez, on sait qu'il y a le changement climatique, il y a l'eau qui a monté, il y a des animaux qui ont disparu, etc. Et on voit le monde se reconstruire avec cette catastrophe lente. Et je pense qu'après ça sera terminé parce que j'aurai encore beaucoup de travail sur bien cartographier, documenter les catégories que j'aurai repérées. Alors, avec ce premier visionnage, voilà ce que j'ai réussi à mettre en place. Donc, c'est 13 catégories de représentation d'imaginaire dont je vous parlais. Alors, la première et la deuxième, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est celle que je vais essayer justement de détailler après et vous montrer des images.
de ces deux catégories. Donc la première, c'est vraiment celle qui concerne la nature sauvage. Alors vous voyez que je passe du terme vivant, nature, parce que des fois c'est difficile en fait de distinguer. Là, quand on représente cette nature sauvage, ces grandes forêts, on a vraiment l'impression qu'on représente de la nature quand même, qu'on a vraiment voulu représenter ça. Voilà, et donc je vous expliquerai exactement ce que c'est derrière. La deuxième, c'est celle que j'ai appelée le vivant qui reprend ses droits, oui. Donc là, c'est pareil, ce sont souvent des vues de nature végétale qui réenvahissent des espaces où normalement cette nature n'est pas présente, où elle est gérée par nous, les êtres humains. Elle ne devrait pas être, typiquement dans les supermarchés, par exemple, qui ont été détruits. La troisième, c'est la nature végétale domestiquée. Alors ça, c'est une nature qu'on a chez soi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans Sweet Tooth. Après la catastrophe, on voit beaucoup de nature domestiquée dans les appartements, beaucoup de pots de fleurs qui prennent beaucoup plus d'importance. Elle est beaucoup plus présente. Elle est ordinaire à portée de main, mais beaucoup plus présente dans nos appartements. La quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire de la cabane. Donc c'est cette nature sauvage apaisée. C'est comme un refuge en fait pour les êtres qui sont survivants. Donc c'est souvent des lieux préservés. Donc par exemple, on se crée une cabane au bord de l'eau d'un fleuve pour se reposer. C'est la cabane que Richard et Gus vont construire dans Yellowstone, dans Sweet Tooth, pour se protéger du monde extérieur. C'est une caravane par exemple de Pietro dans Anna, à côté d'un grand lac. Voilà, par exemple. C'est la maison de Trapper dans The Last of Us. Alors cette représentation-là, qui est donc la quatrième, elle est très proche de la cinquième, que j'ai appelée justement une nature à soi ordinaire. Mais une nature à soi ordinaire, elle n'est pas au milieu de la nature sauvage. Elle est plutôt dans des endroits qui avant étaient des endroits anthropisés, quoi. Par exemple, un quartier résidentiel qui est transformé et où on fait un jardin potager, par exemple. Pietro, il cultive des tomates devant sa petite caravane. Ça, c'est pour moi la nature à soi ordinaire. Alors ensuite, la sixième, c'est une nature abîmée, polluée, dévastée. Alors ça, on en voit beaucoup aussi. Une nature en bord de fleuve, par exemple, avec des déchets, des bateaux, des avions qui sont tombés suite à la catastrophe, des restes de la société industrielle, par exemple. Voilà. On voit beaucoup de déchets dans les champs, dans les fleuves, du plastique, beaucoup est représenté comme ça. Alors la septième, elle est un peu particulière parce que c'est pas de nature, mais elle me semblait quand même intéressante parce que c'est une représentation où on voit des villes dévastées, abîmées, mais qui sont de nouveau habitées par des survivants, où on voit des débris, des appartements faits de briquets de broc, par exemple. Par exemple, on voit des appartements aussi où la technique s'est arrêtée au moment de la catastrophe. Si la catastrophe a lieu en 2003, ce qui est représenté, c'est toute la technique de 2003, évidemment. Et on s'imagine qu'en 20 ans, elle ne va pas évoluer. Donc ça aussi, c'est particulier comme forme de représentation. Donc j'en étais à la 7. Voilà. Ou des espaces par exemple très techniques. Dans Abyss, il y a beaucoup de laboratoires. Donc ils explorent, ils vont voir ce vivant marin parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se retournent contre eux. Et il y a beaucoup d'imagerie comme ça avec des grands écrans, des transparences. Voilà. Où là, il n'y a pas du tout de vivant en fait. C'est que la technique qui nous montre le vivant, mais le vivant, il n'est pas du tout représenté. La 8e, donc on remonte un petit peu là-haut. Donc là, c'est des animaux sauvages ou commensaux, c'est-à-dire nos animaux endémiques, c'est-à-dire les animaux sauvages qu'on a aujourd'hui dans notre monde, qui peuplent nos villes, les pigeons, les rats, les écureuils, par exemple, voilà, les corneilles. Donc ça, c'est les animaux du pays. Alors, contrairement à ce que je pensais, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Alors qu'on pourrait se dire que dans une ville qui a été complètement détruite, on pourrait représenter des rats, par exemple, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans nos villes. Et non, dans les séries, on en voit très peu. Voilà. La 9e, c'est les animaux sauvages libérés. Alors, eux, qui ont été libérés de laboratoires ou de zoos. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et ceux-là, ils sont intéressants aussi, parce qu'ils nous montrent bien notre rapport qu'on a aux animaux, c'est-à-dire qu'on cherche toujours des animaux emblématiques pour représenter toute la faune à laquelle on pense. Voilà. Donc des éléphants, des aigles, des singes, des girafes, beaucoup de girafes.
Voilà. Ensuite, on a les animaux ordinaires ou domestiques. Alors eux, on a vraiment une relation utilitaire, de nouveau, même après la catastrophe, avec eux. Donc ils nous servent à nous déplacer, puisqu'il n'y a plus d'essence. Donc on a besoin quand même de se déplacer, donc des chevaux. Dans The Last of Us, par exemple, les chiens servent à chasser les zombies. Voilà. Et on a quelques chiens errants dans Anna aussi qui sont représentés, mais alors qui sont plutôt rejetés, plus que même pas de relation utilitaire. Les animaux d'élevage ou d'expérience, alors ça on en voit peu, mais il y en a quelques-uns. Donc par exemple dans The Last of Us, ils reconstruisent une communauté, et dans cette communauté, ils refont de l'élevage avec des moutons notamment. Et là, on revoit encore le même type de relation que celle de relation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on ne la questionne pas en fait, hein, cette relation-là. Ou alors parfois les animaux d'élevage, ils sont livrés à eux-mêmes. Vu qu'on a disparu, on retrouve des champs de moutons, par exemple, qui sont montrés où il n'y a plus d'humains pour les gérer. Voilà. Et ensuite, la 12e, c'était la nature, entre guillemets, qui fait peur. Donc, par exemple, ce virus qui attaque les virus, les champignons, comme une force supérieure, en fait, qui va être contre nous et pas avec nous et qui va nous détruire. Et enfin, la 13e catégorie qui est très particulière, puisque là, pour l'instant, je ne l'ai vue que dans Sweet Tooth, c'est ces hybrides, donc, mais qui sont intéressants quand même à analyser parce qu'ils questionnent vraiment notre rapport à la fois à l'humanité et à l'animalité. Voilà. Alors évidemment, cette première cartographie, elle mérite d'être analysée davantage, d'être précisée, approfondie. Mais là, donc, je vous propose qu'on essaye de rentrer ensemble dans 2 de ces catégories. J'en suis au début de l'interprétation, donc soyez indulgents avec ce que je vais vous dire. C'est aussi un moment où on peut discuter de ce que j'ai vu et de la façon dont vous pouvez aussi interpréter les choses. Et j'ai oublié de vous dire aussi que pour mon corpus, j'avais analysé aussi 2 autres films qui étaient Le règne animal, là aussi où il est question d'hybride, et Le robot sauvage, qui est un dessin animé qui est passé sur Netflix, qui est assez intéressant en lui-même à analyser, mais que finalement j'ai enlevé de mon corpus, même si ça m'a donné des pistes, parce que je voulais un corpus plutôt cohérent en matière de support. Donc je voulais rester sur des séries. Voilà. Alors la première catégorie, sauf si vous avez des questions, mais je peux enchaîner sinon. Donc la première catégorie, donc c'est celle que j'ai nommée la wilderness, ou cette nature sauvage ou grandiloquente. Donc le terme de grandiloquent, je en reparlerai tout à l'heure, mais c'est Rémi Beau, qui est philosophe, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éthique ordinaire de la nature, qui parle de ça, en fait, qui distingue des formes différentes de nature, et notamment cette nature grandiloquente, qui est cette nature qui est imposante, voilà, très, très grande. Alors justement, elle est représentée comme ça dans le tableau. Donc là, si vous voyez, le tableau que j'ai affiché, c'est vraiment la grille documentée, ce que je vous disais tout à l'heure, comment après je documente cette représentation que j'ai repérée. Et donc on peut voir sur ce tableau que j'ai repéré donc 2 grosses catégories de représentation. Une première qui concerne les espaces terrestres, alors plutôt vierges, où on voit pas d'humains ou très peu d'humains, ou quand on voit des humains, on les voit d'une façon très particulière, je vous expliquerai. C'est une nature flamboyante, sans rien, des vastes espaces comme ça. Et il y a son pendant aquatique, en fait, à cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'on voit des grands océans, des grands fleuves, etc. Pareil, sans trace d'humanité ou de technique, mais vraiment, l'idée, c'est la grandeur. C'est l'espace, c'est la grandeur, voilà. Alors, quelle que soit la catégorie, vous voyez qu'ensuite, ces 2 grandes catégories, je les ai subdivisées en petites sous-typologies. Donc, par exemple, des grandes plaines, ou des forêts très grandes, ou des montagnes. On voit beaucoup de montagnes aussi. Alors, dans Sweet Tooth aussi, on voit beaucoup de glaciers. Voilà. Et sur les milieux aquatiques, on voit des grands fleuves, comme je vous le disais, des grandes rivières et des océans. Alors, quel que soit ce que l'on voit, en fait, les procédés cinématographiques qui sont utilisés sont récurrents, sont souvent les mêmes. Donc une plongée ou une contre-plongée sur les fleuves, les forêts et les océans, avec des travelling avant, arrière, latéraux, pour bien nous signifier la grandeur, pour nous noyer, en fait, les êtres humains dans ces grands espaces naturels.
ces espaces qui finissent par nous dépasser, mais souvent en fait qui nous englobent et qui nous protègent. Alors je peux vous montrer quelques images. Donc les images c'était assez difficile parce qu'il fallait que je fasse des captures d'écran et certaines plateformes de diffusion m'interdisaient de faire des captures d'écran. Donc il fallait que je fasse tout un système avec mon appareil photo, bref. Bon, je vous ai quand même repéré, je vous ai quand même pris quelques images. Donc on voit souvent sur ces images que le bleu de la mer est vraiment très bleu, les verts de la forêt est vraiment très vert aussi. C'est des images où la nature sauvage, où on nous remonte une nature sauvage totalement romantisée, esthétisée. Alors ça peut provoquer chez nous de l'apaisement, parfois même de la joie, alors qu'on est en train de regarder une série post-apocalyptique. Quand on voit ces images, il y a comme une respiration en fait. Ça signifie évidemment la liberté, le sauvage qui peut être violent, indomptable, mais qui nous envoie quand même vers quelque chose de rassurant. Voilà. C'est comme un juste retour des choses, donc avec une nature souvent végétale dans ce cas-là. Donc vous voyez le cercle là, en fait c'est des petits humains. Vous voyez ce que je vous disais, les plongées sur les humains pour vraiment nous montrer l'immensité de cette nature. Et parfois cette esthétisation elle va même encore plus loin puisque ça rend son caractère magique, mystérieux à la forêt ou à l'océan. On se demande un peu ce qui se passe entre ces arbres, ces branches, entre ces eaux profondes, par exemple, quand on nous montre des vues dans les océans, et qui nous échappent à nous, les humains occidentaux, qui avons jusqu'à la catastrophe en fait tout maîtrisé. Et là, on nous remontre du mystérieux. On se sent vraiment petit, mais on se sent aussi pris en charge par ce vivant qui se défend, parce que lui, ce vivant, il n'a pas disparu, comme nous les humains. Dans ces 4 séries, au contraire, il est devenu plus fort, plus robuste. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que à ces éléments comme ça esthétiques de représentation, il y a souvent des sons qui sont très forts et qui sont ajoutés, le son du vent par exemple, le son du tonnerre, de la pluie battante. Là aussi ça nous renvoie à la question du sauvage. On a l'impression que ces séries, au-delà du fait qu'elles présentent un monde post-apocalyptique, elles ont envie de réenchanter les imaginaires qui sont liés à la question du vivant et de la nature. Elles nous renvoient donc à ce que je disais tout à l'heure, une vision romantisée, romantique d'une nature protectrice, grandiloquente, qui échappe à notre main et qui retrouve son caractère féral, endémique. Voilà. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant, donc je vous montre quelques images, mais je reviendrai aussi dessus, c'est que ces 4 séries même, mettent vraiment en scène des lieux emblématiques, alors je mets des guillemets mais naturels, emblématiques des pays où se passe l'action de la série. Alors par exemple dans Sweet Tooth, il y a beaucoup d'images sur le parc Yellowstone. Il y a beaucoup d'actions qui se passent dans le parc de Yellowstone. Alors on le sait que ce parc-là est vraiment le symbole de l'environnementalisme, de la préservation du 19e siècle. On a conçu le parc Yellowstone pour préserver des espaces de nature, pour que justement les humains ne viennent pas le transformer. Cet environnementalisme, il donne une valeur intrinsèque à la nature, et en particulier aux paysages et aux animaux qui composent ces paysages. Et on sait très bien que donner une valeur intrinsèque à la nature, c'est vouloir la préserver, la protéger, ça c'est vraiment important, mais c'est aussi et peut-être entériner le fait que nous les humains, on ne peut pas vivre dedans sans la détruire, cette nature sauvage. Donc il m'a semblé que montrer avec insistance des images de Yellowstone, ça pouvait engager le spectateur ou la spectatrice à se dire il faut qu'on prenne soin de ce vivant sauvage, qu'on rentre dans une action de protection. Ça l'invite sans doute à comprendre l'importance d'un environnement naturel sauvage à protéger, mais peut-être pas à se dire qu'est-ce que je peux mettre en place comme relation pour vivre en interrelation avec ce sauvage sans le mettre de côté, le préserver. Voilà. Alors regardez les images, donc ça c'est Yellowstone, ça aussi c'était Yellowstone. Alors ça c'est pas Yellowstone, en haut vous voyez c'est aussi les Appalaches, donc autre lieu emblématique des USA.
Et là, on insiste beaucoup dans The Last of Us sur cette nature sauvage. Alors, autant dans Sweet Tooth, la nature sauvage, elle est vraiment sublimée, elle est gentille. Voilà. Elle sert vraiment de refuge. Autant dans Last of Us, on a ça, mais on a aussi une autre représentation qui est de montrer la rudesse de cette nature sauvage, qui protège les protagonistes, parce qu'elle leur permet de construire un nouvel espace, une nouvelle communauté, loin des difficultés des villes. Je vous ai dit tout à l'heure, les villes sont détruites et il n'y a plus du tout de vivants dedans. Et loin surtout des infectés, donc ces espèces de zombies qui mangent les survivants. Voilà. Mais en même temps, cette nature sauvage, même si elle leur propose ce refuge, elle les soumet à des dures réalités. Donc ils ont souvent froid. Donc là, par exemple, vous voyez ces images-là. Ils ont souvent froid, c'est des vers rugueux, ils manquent de nourriture, souvent ils manquent de vêtements pour s'habiller. Ils se battent sans cesse contre ces éléments dits naturels. Par ces images, on a l'impression que cette série, elle a aussi envie de réaffirmer les valeurs américaines des pionniers, la chasse, la maîtrise de l'environnement, le respect, mais l'utilisation de la nature comme une ressource qui est une ressource incroyable en fait pour eux. Voilà. Là aussi, il y a de nombreuses références esthétiques au western. Donc, je vous en montre une quand même de photos qui est quand même assez caractéristique. Donc vous voyez, on voit des chevaux, des plaines, des montagnes, des fusils mis derrière en bandoulière, bon, les sacs à dos, c'est un objet emblématique des séries post-apocalyptiques, voilà. Et des plaines, de l'aventure, voilà. Alors si cette communauté dans The Last of Us, elle arrive à établir un nouvel ordre politique démocratique, donc en fait elle est dirigée par un conseil et non pas un seul dirigeant, on a l'impression que pour autant, elle n'établit pas de relation totalement nouvelle avec le vivant qui l'entoure, qui reste pour eux une ressource. Et je vous le disais tout à l'heure, ça reste aussi une ressource dans leur relation aux animaux d'élevage, puisqu'ils vont reproduire cet élevage, et notamment de cochons et de moutons. Donc on a l'impression qu'on reste dans les mêmes types de relations, pas d'interconnexion, pas de relations nouvelles inventées qui sortiraient des inventaires classiques du naturalisme, c'est-à-dire nous qui gérons et qui regardons le vivant qui nous entoure comme une ressource. Alors dans Anna, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des images caractéristiques, donc vous pouvez les voir dessous, ici, là, qui sont plus jaunes. Alors dans Anna, c'est un environnement, il fait très très chaud, ça se passe en été, on sent la chaleur en regardant cette fiction, et il y a beaucoup de bruits d'insectes significatifs de la chaleur, enfin les cigales quoi, ça fait comme ça, assez longtemps dans la série. Alors elle propose aussi beaucoup de lieux de protection, alors je crois que c'est là aussi, voilà, vous voyez, dessous. On a beaucoup d'images comme ça. En fait, Anna, elle met son petit frère à l'abri en le mettant au milieu d'une maison dans une forêt. Donc il est complètement isolé du monde dans cette forêt. Et il y a beaucoup d'images où on voit cette forêt très protectrice, enchanteresse. Alors aussi parce qu'elle est vue par les yeux de Astor, du petit frère. Mais là, on se sent aussi très apaisé, ressourcé dans cet environnement-là. Et quand elle va voir Pietro, Anna, elle va le voir donc dans cet endroit où lui, il est au bord d'un lac. Et quand elle va décrire en fait cet espace à son petit frère, elle lui dit, d'ailleurs tu verras, c'est un très beau lac. Donc là aussi, on voit vraiment cette idée d'apaisement, de ressources, de refuge. Et on a ce genre d'image-là dans Anna, donc les plus jaunes. Alors là aussi, c'est des éléments naturels emblématiques pour la Sicile. On a l'Etna, donc c'est la photo de droite, où donc là, Anna, elle va aller monter sur l'Etna avec Pietro, parce que lui, il pense que toutes les âmes s'envolent vers le ciel à cet endroit-là. Donc elle l'emmène, parce qu'il est en train de mourir, elle l'emmène là-bas. Et là, on nous est montré plutôt une nature, alors certes très sauvage, mais brûlée. C'est pas du tout la même représentation qu'avec les autres que je vous ai montré avec la forêt. C'est une nature plutôt hostile quand même. Anna et Pietro sont montrés très très vulnérables au milieu de ce grand nulle part. Là aussi, on a les mêmes éléments cinématographiques avec ces travelling, ces grandes vues comme sur la forêt. Mais cette fois-ci, c'est sur une herbe jaunie avec vraiment ce mont-là qui est très menaçant, qui est très hostile pour eux. Donc malgré tout, sur cette montagne, on voit beaucoup de soins entre les deux.
les deux personnages. Donc ça, j'en reparlerai aussi. C'est vraiment aussi des moments où on voit beaucoup de soins entre les personnages. Ils se soutiennent, ils s'aiment, même s'ils sont perdus, complètement dépassés, ils prennent soin de l'autre, ils réaffirment leur affection et leur envie de prendre soin de l'un et de l'autre. Alors moi, quand j'ai regardé, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit rappel à l'imaginaire du magicien d'Oz. Bon là, je ne sais pas trop si vous le voyez, mais à un moment donné, Pietro, il est torturé par d'autres adolescents qui lui fixent un arrosoir sur la tête. Et donc il parle avec cette voix de robot comme dans le magicien d'Oz. Et cet imaginaire-là de cet arrosoir, alors je sais que c'est un entonnoir sur la tête du robot dans le magicien d'Oz, mais ça renvoyait vraiment à cet imaginaire-là. Donc à la fois perdu et en même temps un truc un peu d'enfance qui revient. Et le deuxième élément significatif dans Anna, c'est tout à la fin quand ils prennent la fuite avec son petit frère Astor. Alors là, j'ai pas d'image parce que j'ai pas réussi à faire de capture d'écran. Ils quittent la Sicile pour rejoindre la péninsule et sauver leur vie. Et là, on peut voir beaucoup de vues sur la Méditerranée. Il y a beaucoup aussi de travelling, on plonge dans la Méditerranée. On voit aucun animal, mais par contre, on voit des grandes vues de cette mer, des grandes étendues d'eau, et qui symbolisent pour nos deux protagonistes à la fois une sortie possible, parce qu'enfin ils peuvent quitter leur île où la maladie a détruit tout le monde, et aussi une perte, puisque justement ils s'en vont de leur domicile. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces trois séries-là que je viens de vous présenter, on a beaucoup d'enfants, en fait, ou d'adolescents qui sont montrés, parce que c'est la vulnérabilité, bien sûr. Il faut en prendre soin, mais c'est aussi une forme d'espoir, hein, la jeunesse. Voilà. Alors dans Abyss, ben voilà, on a ce genre aussi de vue. Donc comme c'est l'océan, la mer qui se rebelle, ben on a évidemment beaucoup de représentations d'images côtiers en Écosse. Alors là, quand on est en Écosse, le temps est quand même... c'est pire que la Bretagne, quoi. C'est vraiment du vent, de la pluie, voilà, beaucoup. Le vent est très très fort, il y a vraiment ça serait vraiment intéressant d'analyser cette, je ne vais pas dire sémiologie, si peut-être du son, là, sur le vent qui est vraiment avec des bruits d'oiseaux, qui est vraiment très fort. Voilà. Ça nous rappelle à chaque instant notre vulnérabilité face à ces grands éléments. Cette nature, elle peut vraiment nous être fatale, ces éléments marins qui se déchaînent et qui sont souvent bien plus forts que la technologie mise en place pour les contrer. Voilà. Donc une autre image, encore ça, c'est encore aussi Abyss. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi dans Abyss, cette série, elle est vraiment très intéressante. Elle est un petit peu différente par rapport aux trois autres dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que la catastrophe n'est pas advenue encore. Donc on nous présente vraiment notre monde contemporain. Mais par contre, on sent quand même que la catastrophe va arriver. Donc il y a des éléments, des éléments fictionnels très forts, des crabes qui envahissent des plages, etc. Mais c'est vraiment, là, pour le coup, on peut vraiment se dire, oui, c'est vraiment nos projections, nos peurs du présent qui sont représentées. Voilà. Alors ensuite, interrogeons-nous peut-être un petit peu sur ce que ces espèces d'imagerie là nous disent de notre rapport au vivant et comment ça sert pour reboucler avec la question de départ notre trame narrative et notre récit. Alors sur le vivant d'abord, moi j'ai trouvé que quand même cette imagerie elle avait vraiment de l'intérêt. La première chose à mon sens c'est qu'elle rend visible quelque chose qui d'habitude échappe à notre attention. Bien qu'omniprésent, on sait qu'on a des grandes forêts autour de nous, mais pourtant on n'y fait pas forcément attention. Et là, on est directement dans la question des éthiques du Caire, reporter de l'attention à des choses qui d'habitude sont invisibles. Moi, j'ai eu l'impression que cette imagerie, elle était là aussi pour réparer ce qu'on appelle la cécité végétale. C'est-à-dire le fait de ne pas apporter d'intérêt aux choses végétales qui nous entourent. Alors ça, on le voit souvent. Par exemple, on peut avoir de l'empathie ou du dégoût, des choses comme ça pour des animaux, mais pour les choses végétales, on a souvent de l'indifférence. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle ça la cécité végétale. Il m'a semblé aussi que bien qu'elles dépeignent des univers abîmés, détruits, elles apportent quand même du soin parce qu'elles réparent des liens cassés
qu'on pourrait avoir avec la nature environnante. Elle nous redonne à voir des éléments de nature. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, nos personnages se ressourcent, s'apaisent, jouent, créent des liens affectueux dans ces espaces. Alors pour la trame narrative, cette imagerie, elle est vraiment indispensable. Pourquoi ? Parce que souvent, ces séries, elles sont conçues comme des road trips. Nos personnages, ils doivent chercher des choses, donc ils doivent beaucoup marcher, ils doivent beaucoup bouger, beaucoup voyager. Et ils le font donc dans ces grands panoramas, dans ces paysages très somptueux. Voilà. Et donc, du point de vue du récit, ça permet à nos personnages d'échanger, de penser, de réfléchir, de mieux se connaître, parfois même de s'aimer. Donc ça, en fait, je dis parfois, mais c'est pratiquement systématique. D'échanger, et j'ai trouvé aussi que de ce fait-là, ils se racontent beaucoup, ces personnages à ce moment-là, et ils retrouvent de l'humanité. Et ça, c'est important dans un monde justement où l'humanité a été totalement bousculée, où les codes ont disparu, etc. Donc par exemple, dans Sweet Tooth, Big Man, c'est celui qui va prendre soin de Sweet Tooth, de Gus, pardon. Il va vraiment se raconter à ce petit garçon au moment de leur road trip. Mais c'est aussi le cas de Joël et Ellie, ou Dina et Ellie dans Sweet Tooth, et comme je vous le disais tout à l'heure, de Pietro et Anna. Et donc là, on peut dire qu'il s'apporte du soin donc dans ces environnements, ils se protègent, et ils se sentent loin de tout danger. Alors ça, on ne le voit pas du tout dans Abyss, comme je vous le disais, parce que le vivant sauvage se rebelle, et donc on ne va pas créer des univers de protection dans ce vivant qui nous fait peur, quoi. Alors pour autant, est-ce qu'on peut voir des liens différents ? Est-ce qu'on peut voir d'autres liens que ceux qui se tissent entre ces personnages et justement, est-ce qu'on peut voir des liens entre ces personnages et ce somptueux décor dans lequel ils évoluent ? Donc Rémi Beau, par exemple, le philosophe dont je vous parlais tout à l'heure, il parle du sauvage comme un espace asocial, c'est-à-dire où on ne peut pas déterminer de sociabilité. Est-ce qu'on voit en fait que ça s'est changé ? Alors en réalité, moi j'ai trouvé que pas tant que ça, pas vraiment. Les liens entre nos protagonistes et ce monde sauvage sont quasi inexistants. Les personnages ne parlent pas du paysage qu'ils sont en train de traverser. Ils disent même pas oh c'est beau, oh, c'est moche, voilà, oh, c'est magnifique ces forêts, c'est super qu'elles existent. Tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas d'échange de connaissances, pas de relations nommées, pas d'expression sur ce que ce vivant pourrait procurer comme joie, sérénité, protection. Voilà. Et en retour, eux-mêmes, ils n'apportent pas vraiment de soins à ce vivant. On sent qu'il y a du respect, de la considération. Déjà, ils ne le détruisent pas, ils l'exploitent peu, il y a un peu de chasse, mais on ne sent pas non plus qu'ils sont en interrelation avec ce vivant-là. Alors cette non-relation, elle est d'autant plus forte quand il s'agit d'animaux sauvages qui sont soit craints, soit mangés. Et ça ne provoque pratiquement aucune réflexion éthique de la part de nos personnages. C'est vraiment au spectateur en fait de faire le travail. Donc le sauvage reste sauvage, il est quand même mis à l'écart de nous, et c'est ce qu'on appelle un lien faible en fait avec le sauvage. Voilà. Alors ça, je pense que ça risque de changer un peu parce que la série Abyss, elle propose d'autres visions. Voilà, mais il faut vraiment que je finisse de l'analyser. Alors, l'autre série, l'autre catégorie que j'ai repérée, donc c'est celle que j'ai appelée le vivant qui reprend ses droits. Donc là, vous ne voyez pas sur le tableau, mais c'est pas très grave, je vais vous le décrire. Donc cette fois-ci, c'est vraiment ce vivant qui va se réinvestir dans des endroits où jusqu'avant la catastrophe, on ne le voyait pas. Alors sur le tableau là qui est affiché, on voit qu'il y a différentes sous-catégories. Cette végétation, donc, elle envahit des espaces urbains, des infrastructures. Et en fait, les différentes catégories, elles correspondent à ces différents lieux. Donc les supermarchés, les infrastructures, comment ça s'appelle, ça va me revenir. Bon, tous les espaces urbains, en fait. Et puis dessous, la deuxième catégorie qui est un peu plus petite, c'est celle des ex-lieux d'agriculture. Par exemple, les champs, les fermes qui du coup sont relivrés à eux-mêmes et dans lequel se déploie le vivant.
Alors je les ai mis ensemble, ces deux catégories, ça pourrait se discuter, parce qu'il m'a semblé en fait que l'agriculture c'est quand même de l'anthropisation des espaces naturels, donc pour moi ça se rapportait vraiment à la ville, enfin aux espaces urbains qui ont été modifiés par les humains. Mais ça aussi, je peux changer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai trouvé que cette catégorie, elle était vraiment intéressante aussi. Elle est très intéressante parce que c'est vraiment quelque chose de récurrent dans les séries post-apocalyptiques, dans les films post-apocalyptiques aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose, un imaginaire partagé qu'on voit beaucoup. Donc montrer que les éléments végétaux reprennent le dessus, s'installent, réenvahissent des espaces où ils ne devraient pas être, montre tout à la fois la non-gestion des êtres humains. Bah oui, on a disparu, hein, donc on n'est plus là pour gérer. Puis en fait, en vrai, après une apocalypse, on n'a plus bien le temps de faire des espaces naturels, quoi, de s'occuper des espaces naturels. Et aussi, ça montre le temps qui passe. Voilà, c'est vraiment, ça nous montre qu'il y a du temps passé depuis la catastrophe et que donc, effectivement, il y a un nouveau monde qui a été créé. Alors, on les retrouve dans les 3 séries, Last of Us, Sweet Tooth et Anna, à plusieurs reprises. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ces moments où on nous montre ce vivant qui reprend ses droits, c'est vraiment des points d'ancrage dans les road trips. C'est des moments où on nous montre le monde tel qu'il est fait après la catastrophe et on nous montre en fait aussi comment nos personnages peuvent revivre dans cet espace-là. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ce vivant qui reprend ses droits est végétal, essentiellement végétal. Il y a très peu d'animaux, je vous en montrerai quand même quelques-uns. Et ça m'a un peu interloquée parce que je me souviens au moment du Covid-19 et du confinement, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, beaucoup d'images d'animaux qui ont réinvesti les villes et qui sont, du coup, pareil, on n'était plus là, donc eux, ils pouvaient réinvestir les endroits où d'habitude ils ne peuvent pas aller. Mais même dans des grandes villes, je me souviens à Rome, il y avait eu des sangliers, d'ailleurs, qui sont restés après. Voilà. Et ben l'imaginaire de la fiction post-apocalyptique ne s'est pas emparé de cet imaginaire-là, de ces représentations-là, parce que les animaux qui ne vont pas réinvestir les villes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais même pas des animaux commensaux comme des pigeons ou des rats qu'on voit d'habitude dans nos villes. Alors, on voit quelques animaux échappés de l'emprisonnement, échappés du zoo, libérés par exemple des fois par un humain qui a été gentil ou parce que le zoo a été détruit. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue cinématographique? Bon, cette image-là, elle est vraiment très caractéristique, mais vous voyez, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est plutôt The Last of Us. Alors là aussi, j'ai trouvé que c'était très esthétisé. Les immeubles sont certes détruits, mais sont recouverts de cette nature aussi un peu apaisante, des mousses, des fleurs. La lumière est vraiment léchée en fait. Hein. On voit que ça porte un regard plutôt apaisant sur ces espaces-là. Donc vous voyez dessous ces deux images-là. Donc l'image de gauche, là, c'est Ellie, la fameuse Ellie qui fait un road trip et qui se retrouve dans un magasin de guitare. Elle a appris à jouer de la guitare et qui a donc été détruit. Et elle profite de cet espace de nature dans le magasin de guitare pour rejouer. Alors en plus, il y a la musique douce, donc ça apaise tout le monde. Et l'image de droite à côté, c'est un ancien musée d'astronautique. Et là, c'est une capsule qui a été reconstruite. Et là où c'est pareil, vous voyez, le musée a été détruit et tout autour, il y a de la nature, enfin, des éléments naturels. Alors ça va contrebalancer avec les images très urbanisées, très techniques, où il n'y a pas du tout de nature. Et si on devait faire un lien avec cet imaginaire-là, regardez celui-ci aussi, je le trouve assez beau. Avec d'autres catégories, on pourrait raccrocher aussi cet imaginaire à celui que j'ai appelé une nature à soi. Donc cette nature ordinaire, ces espèces de jardins urbains en friche qu'on connaît déjà un petit peu aujourd'hui, qui sont évoqués notamment par l'écoféministe Star Walk, par exemple, elle parle de ça dans Notre place dans la nature, et Rémi Beau aussi, le philosophe.
et ces espaces en fait qui nous donnent accès à de la nature autre que cette nature grandiloquente et très sauvage dont on a parlé tout à l'heure. Donc on voit bien qu'elle valorise que ces images, et comme je vous disais, elle montre aussi le temps passé, et moi j'ai eu l'impression aussi qu'elle nous disait on pourrait après cet effondrement avoir un rapport différent au vivant, comme une espèce de résilience face à la catastrophe, et que ça pourrait être pas si mal que ça, en fait, pas si grave. Voilà, ça recréait des espaces de nature. Alors là aussi, on peut repérer des lieux emblématiques, des restaurants, des supermarchés, des immeubles d'habitation. Beaucoup d'immeubles qui sont identifiés comme des immeubles de bureaux sont détruits et réinvestis par la nature, par exemple. Alors des abords de fleuves aussi, mais les abords de fleuves sont souvent moches. C'est ce que j'ai appelé aussi la nature moche, moins esthétisée, parce que là, il y a beaucoup de déchets, par exemple. Et là, on voit bien en fait que ce qui est questionné, c'est la société de consommation qui a amené la chute. Les lieux de consommation d'énergie aussi, par exemple. Bon, il n'y a plus d'essence, donc c'est réinvesti par de la nature. Donc là aussi, on peut se dire que c'est un questionnement sur la société industrielle. Et puis, il y a des immeubles, je trouvais moins jolis, un peu plus moches aussi. Donc c'est souvent ça aussi, ça c'est très caractéristique, les routes, les autoroutes avec des voitures échouées. Donc là aussi, il y a une société industrielle, société de consommation qui est requestionnée et qui sont recouvertes de mousse souvent, de végétaux, etc. Dans Anna, il y a beaucoup d'immeubles aussi envahis par la végétation, mais cette fois-ci les herbes sont jaunies, et j'ai trouvé que l'imaginaire dans Anna était peut-être moins esthétisé. Encore une fois, il fait très chaud dans cette série, et donc l'herbe est moins belle, plus jaune. Vous voyez là, c'est une ex-autoroute où il y a les enfants qui marchent. Voilà. Alors, je pense que du point de vue du récit, quand même, ces images ont une fonction importante. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elles signifient le temps passé. Elles offrent un lieu et un temps d'apaisement et de refuge aussi, au moment où la vie va s'arrêter un petit peu. Donc ça, je trouve que ça se voit très bien sur cette image-là, où Ellie, elle peut se reposer. C'est un ancien hôtel, où là, cette fois-ci, a été réinvesti, et elle peut se reposer. Les centres commerciaux sont détruits, et pourtant ça donne des environnements qui sont plutôt jolis. Alors Alice Carabian, elle parle des ruines du capitalisme sur ces images-là, mais je trouve que c'est assez représentatif de ça. C'est vraiment les ruines du capitalisme qui sont réinvesties par cette nature. Et on se trouve, je trouve qu'on se retrouve dans un imaginaire... j'ai trop parlé peut-être ? Non, c'est plutôt solarpunk, plus doux. Alors, regardez quand même, on voit quelques canards, je voulais quand même les montrer. Donc ça, c'est un ancien hôtel. Et un renard qui croise la route de nos protagonistes. J'ai pas vu beaucoup d'animaux dans tout ça. Et surtout, on voit très peu de relations avec ces animaux. En revanche, j'ai quand même raccroché cet imaginaire-là à un autre imaginaire sur les animaux sauvages libérés du joug du zoo, parce que là, on en voit quelques-uns. Donc, une girafe et son petit dans The Last of Us, des éléphants dans Sweet Tooth et Anna, des zèbres aussi dans Sweet Tooth, des bisons aussi. Et là aussi, en fait, ces animaux emblématiques provoquent chez nos personnages de l'attention, de l'attendrissement, voire de l'affection. Voilà. Alors même que quand ils croisent des chiens, des renards, des canards, ils en ont presque rien à faire, en fait. Ça provoque en tout cas pas d'empathie et d'attendrissement. Alors juste, en regardant tout ça, donc vous voyez, ça c'est dans Anna, c'est l'éléphant aussi en Sicile. Voilà. Les animaux en fait sont rendus beaux, les images sont esthétiques aussi, très fortement esthétiques. Et le zoo aussi, il est fortement symbolique, parce que c'est vraiment le symbole de la mainmise humaine sur le sauvage. C'est vraiment l'instrument de la domestication forcée, une représentation de notre volonté de maîtrise du monde. Et là, en fait, ce symbole-là, il vole en éclats, voilà, parce que les animaux reprennent leur revanche.
ils s'échappent de notre mainmise, hein, de notre emprise, et c'est d'autant plus flagrant dans la série Abyss, puisque là les animaux sauvages ils s'échappent pas de zoo, mais vraiment ils se débarrassent de nous, quoi. Voilà. Alors juste pour peut-être terminer finalement ces représentations, comment elles m'ont permis de documenter, quelles indications elles m'ont donné sur les 3 niveaux de cette culture du vivant, si on repart au début. Donc on est bien dans le niveau 3, hein, là, avec les imaginaires, les stéréotypes. On voit que les stéréotypes, quand même, les imaginaires restent très fortement imprégnés du naturalisme. On reste quand même très anthropocentrique. Bon, c'est normal, hein, parce que en fait, on est devant des séries qui sont produites dans des pays occidentaux, américains, italiens, français. On est vraiment baigné de cet anthropomorphisme-là. Il n'y a pas de renouvellement complètement ontologique de notre rapport au vivant, mais bon, c'est pas très surprenant. Voilà. À la fin du visionnage, je pense que personne ne devient animiste ou hypothémiste. On ne sait pas, hein, peut-être, voilà. Mais pour autant, elles restent quand même, je trouve, un bon support d'expérimentation éthique. Elles attirent notre attention sur des choses que d'ordinaire on ne voit pas. Elles nous questionnent, voilà. Et donc, en ce sens-là, elles peuvent vraiment alimenter notre rapport, notre niveau 3 de la culture du vivant. Alors sur les autres niveaux, il n'y a pas de connaissances ou de niveau 1. Sur le niveau 1, il n'y a pas vraiment de connaissances qui sont délivrées, pas sur la biologie, la physiologie, l'écologie par exemple, mais ça aussi ça paraît normal, on n'est pas non plus devant de la vulgarisation, donc voilà. Mais par contre, parfois sur la technique, on voit les protagonistes, ils expliquent comment réparer une voiture, comment faire de la technique autrement, parce qu'il n'y a plus d'essence, par exemple. Ça, on ne le voit pas sur la culture du vivant. Et sur le niveau 2, on voit par moments des petites pastilles où effectivement les survivants vont avoir un rapport plus raisonné, un rapport d'usage plus raisonné aux espaces naturels. On les voit par exemple cultiver des fraises, des tomates, voilà, récupérer la sève d'un arbre. Donc ça, voilà, c'est aussi intéressant. Alors, comme vous voyez, il me reste encore beaucoup de travail à faire sur la caractérisation plus fine des 13 catégories, pour les interpréter aussi, hein, c'est long. Voilà, et ça me permettrait encore une fois d'alimenter davantage cette culture du vivant. Alors juste pour terminer sur le soin, finalement, est-ce que l'on voit, puisque c'était quand même le titre de la communication, est-ce qu'on voit du soin dirigé vers le vivant grâce à ces séries? Alors je dirais là aussi oui et non. Dans une certaine mesure et à certains moments, oui, les personnages apportent du soin aux vivants qui les entourent. Ils prennent soin déjà les uns des autres. Ils prennent soin des animaux, souvent, même quand ils les domestiquent, ils prennent soin quand même d'eux. Ils essayent de fonder des communautés avec une technologie plus soft, inspirée par exemple de nos ZAD actuels. Je dirais aussi que ces séries, elles apportent des images esthétisées sur le vivant, et que peut-être ces images prennent soin de nous, spectateurs, voilà, nous réconfortent, elles nous montrent des animaux qui sont parfois invisibles, nous font entendre des bruits des animaux aussi, ça véhicule des belles représentations de la nature, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça nous permet aussi de redonner une place à cette nature ordinaire qui pourrait peupler nos villes de façon plus systématique. Et toujours en matière de soins, ce que j'ai trouvé peut-être le plus probant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la politique de l'attention. C'est politiquement et intentionnellement, ça nous demande de faire attention à quelque chose de particulier. Et Sandra Laugier, elle dit, pour ce qui est des écosystèmes, faire attention à ce qui rend notre vie possible. Et je trouve que là, ça se voit en fait dans ces séries. Voilà, j'ai vraiment envie de poursuivre la piste animale, qui me paraît quand même prometteuse. Il n'y en a pas beaucoup, mais les petites pastilles, elles sont quand même intéressantes, les petites pastilles qu'on voit. Bon, il me reste encore des choses à faire, hein, bien sûr. La série Abyss me semble aussi prometteuse parce qu'elle politise vraiment la cause animale comme vraiment une interrogation
global sur notre interrogation sur la façon d'habiter la Terre. Voilà, et j'ai l'impression quand même que ça porte des promesses intéressantes pour continuer à déchiffrer ces représentations. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.